On va s'intéresser à l'analyse de données. Il faut savoir ce que c'est. Puis, on va présenter une définition. On va s'intéresser aux données qui sont importantes. Vous allez voir, il y a plusieurs angles d'approche pour aborder les données. On va vous présenter plusieurs exemples d'utilisation d'analyse de l'apprentissage, des exemples québécois, mais aussi d'autres sortes d'exemples, peut-être canadiens, peut-être que vous en aurez aussi de votre côté. On va s'intéresser au niveau d'analyse, puis évidemment aux défis de la protection des données et de la vie privée. Donc, on a pour les 45 minutes, c'est le plan que nous avons. Il faut dire que, je vous le mentionnais en début de présentation, l'analyse de données gagne en popularité dans plusieurs domaines. Certains prétendent, et on adhère à la théorie, que l'éducation accuse un certain retard en analyse de données. On s'intéresse aux données souvent à long terme. Par exemple, on analyse le taux de décrochage des anciennes cohortes, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'année passée ou l'année précédente pour le taux de rétention, de diplomation ou de persévérance, on n'est pas en train d'aider les étudiants qui sont là présentement dans notre classe. Donc, les données sont souvent utilisées à long terme et on manque des opportunités d'intervention ici, maintenant. Le numérique permet l'exploration des données, l'exploitation des données. On va s'intéresser à ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière d'analyse de données en éducation, comment les données peuvent soutenir les décisions en matière de gouvernance. C'est une tendance qui est émergente, l'analyse de données dans un contexte d'apprentissage, mais c'est aussi un enjeu très, très actuel. Je vous présente ici le rapport EDUCAUSE. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, il est sorti il y a quelques semaines. Vous avez ici la couverture de la version courte d'une quinzaine de pages, mais il existe aussi la version longue. Ce qu'on nous dit dans le EDUCAUSE, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus aux données. C'est d'ailleurs depuis plusieurs années dans le radar du EDUCAUSE qui nous informe sur les tendances émergentes dans le monde de l'éducation. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'analyse des données d'apprentissage pour prendre des décisions dans la classe et au niveau de l'institution va être utilisée d'ici 3 à 5 ans dans les écoles. Donc, c'est maintenant, c'est à nos portes, il faut s'y intéresser maintenant. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est évidemment un défi. C'est un défi, comme on le disait tout à l'heure, en tant qu'objet, connecter les systèmes pour qu'ils se parlent, puis c'est un défi aussi d'interpréter toutes ces données-là. La concentration croissante sur la mesure de l'apprentissage fait qu'on a un défi pour les interpréter, pour informer les étudiants sur leur progrès. C'est un défi aussi parce que il y a différents types de données. Puis, ils ne sont pas toujours faciles à mettre ensemble et à interpréter. Donc, si vous n'avez pas lu le rapport EDUCAUSE 2019, je vous invite à le lire. Ils sont chaque année, c'est un rapport qui sort, c'est à chaque fois très, très, très savoureux. On va s'intéresser à l'analyse de l'apprentissage. Je pense qu'il faut asseoir la définition avant d'aller un peu plus loin. Déjà, on a mis quelques pierres qui nous permettent de bien le comprendre. On vous propose une définition qui date de quelques années, qui est encore très, très actuelle. C'est une traduction libre d'une définition qui est de George Siemens, qui a été publiée en 2010 et publicisée en 2011 lors de la conférence Learning Analytic Knowledge, une conférence qui a lieu à chaque année, qui est un incontournable du groupe de recherche SOLAR. La définition qu'on propose, c'est la mesure, la collecte, la communication et l'analyse des données, donc plusieurs actions, des données sur les apprenants et leur contexte. On s'intéresse évidemment, dans le fond, à la personne, à son profil, mais aussi à tout ce qu'il y a autour de cette personne-là. Donc, l'analyse de données doit être contextualisée, dans le fond, et tout ça permet de comprendre et d'optimiser l'apprentissage. Comprendre, c'est quelque chose. Optimiser, c'est le changement de façon positive. Dans le fond, on veut pas juste accueillir les données, on veut qu'elles mènent vers l'action et l'action positive. On veut améliorer l'apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit. Dans le fond, on s'intéresse à l'apprenant, son contexte et, dans le fond, le milieu dans lequel il se situe. Les données qui sont importantes, on a utilisé le modèle de Bernard qui a défini 4 types de données qui sont potentiellement utilisables en éducation. Donc, le premier ensemble de données, c'est les données qui concernent le profil de l'étudiant.
Donc, c'est ce qui va nous permettre peut-être de comprendre le contexte. On peut penser au genre, à l'âge, à l'origine ethnique, mais aussi à l'assiduité, à la langue maternelle, la fréquentation, le taux de décrochage, donc tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre la réalité dans laquelle l'étudiant est placé. C'est la partie du système sur lequel on a très peu de pouvoir, finalement. Donc, on ne changera pas la date de naissance de l'étudiant, forcément. Mais de connaître ces informations-là, ça peut nous aider après ça à orienter nos actions. Le deuxième ensemble, on parle des apprentissages. Donc, évidemment, c'est pour analyser finalement les performances des étudiants, entre autres à des évaluations. Donc, on peut penser à tous les résultats scolaires qu'ils peuvent avoir à la suite d'un examen, à la suite d'un travail qu'ils auraient pu faire. Mais on pourrait aussi ajouter tout ce qu'on vient de dire là, sur les taux de complétion, par exemple, dans des activités sur Moodle. Ça nous permettrait d'aller au-delà de l'observation que le prof peut faire, mais d'utiliser, je veux dire, la machine ou l'environnement numérique d'apprentissage pour faire ces observations-là. Le troisième ensemble, c'est les données sur les processus scolaires. Donc, dans le modèle de Bernard, on parlait surtout de ce qui se passait en classe. Donc, un peu en fonction de ce que le prof choisit de faire comme activité d'enseignement, comme activité d'apprentissage ou d'évaluation. En même temps, quand Séverine et moi, on s'est mis à travailler sur ce modèle-là, on s'est rendu compte que dans nos milieux, ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc, au-delà de ce que le prof a fait cette journée-là en classe, c'est d'aller voir aussi les mesures qui peuvent être plus institutionnelles, par exemple, s'il y a un centre d'aide, s'il y a du tutorat qui est organisé par l'institution. Donc, aller voir tout ce qui pourrait permettre à l'étudiant d'avoir une expérience d'apprentissage différente, finalement. C'est pas toujours documenté systématiquement. Le prof, il va pas toujours aller inscrire ce qu'il a fait durant son cours. Donc, c'est difficile de savoir un peu, d'avoir ces données-là. Et le dernier ensemble, c'est les perceptions. Donc, ça va nous permettre de comprendre comment les acteurs perçoivent leur expérience d'apprentissage. Ça peut être sur leur environnement d'apprentissage, ça peut être leurs valeurs, leurs croyances, leurs attitudes. C'est des données qui peuvent être recueillies par des questionnaires. On peut faire des entrevues ou de l'observation. Et donc, pour chacun de ces ensembles-là, on peut faire une photo, tu sais, voir aujourd'hui, l'étudiant a réussi son évaluation à 80%, par exemple. Donc, avoir un moment, une photo du portrait, finalement, de la situation. Mais on peut aussi les regarder plus en mode vidéo, donc voir sur une longue période comment ça a pu fluctuer, par exemple. Donc, si on a des évaluations, notamment les tests standardisés ou au Québec, on a l'épreuve uniforme de français, c'est la même évaluation chaque année. Donc, on peut voir comment les cohortes vont réussir ou pas cette évaluation-là. Je vais demander à Séverine de changer. Merci. Et donc, le modèle de Bernard, ça reprend ces quatre ensembles-là. Mais ça vient, l'intérêt du modèle, en fait, c'est que ça vient les croiser. Donc, on peut avoir les interactions qu'il y a entre les différents ensembles. Donc, on pourrait croiser, par exemple, la perception des étudiants avec leur profil. Donc, comment les filles perçoivent quelque chose, comment les garçons perçoivent quelque chose. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci avec cette représentation-là. Donc, si vous avez fait des maths il n'y a pas longtemps, vous remarquerez peut-être que l'ensemble bleu et l'ensemble vert, donc le profil de l'étudiant et les apprentissages, c'est deux ensembles qui se croisent jamais sans croiser autre chose. C'est la même chose pour l'ensemble rose et le jaune, donc les perceptions et les processus scolaires. Dans cette représentation-là, à aucun moment on a un croisement qui est unique, donc qui ne va pas aussi intégrer le profil ou les apprentissages. Donc, on a travaillé, Séverine et moi, à traduire le modèle, puis on en a fait une version avec beaucoup de couleurs, mais qui représente cette fois toutes les intersections finalement qui sont possibles. Ça amène toutefois un certain souci, donc la taille des intersections est différente d'une fois à l'autre. Donc, si on regarde l'intersection entre les processus et les profils, je vous le pointe dans mon écran, ça va très bien. Donc, entre l'ensemble rose et l'ensemble bleu, l'intersection est tout petite, alors qu'entre l'ensemble bleu et l'ensemble vert, l'intersection est beaucoup plus grande. Donc, nous, on
on veut pas que ça donne l'impression que ça a plus d'importance. On voulait vraiment s'assurer au moins que toutes les intersections étaient bien représentées. Et là, on va regarder différentes questions qui pourraient nous permettre que ce modèle-là nous permet finalement. Donc, dans un premier temps, si on regarde les intersections, par exemple, de deux ensembles qui ont été mises en évidence, si on regarde l'intersection entre les apprentissages et les processus, on pourrait se dire, est-ce que les étudiants ayant fréquenté le centre d'aide ont mieux réussi à l'épreuve uniforme? Donc, on a donné une nouvelle mesure, donc un nouveau processus scolaire auquel ils ont été exposés, disons, puis on regarde les conséquences que ça peut avoir sur leurs apprentissages. Si on regarde un autre exemple, dans ce cas-ci, c'est un exemple avec 3 intersections. Donc, on peut voir que c'est l'intersection du profil, des processus et des perceptions. Donc, on pourrait dire comment les garçons et les filles perçoivent-ils les différents programmes d'aide qui leur sont offerts. Donc, on s'intéresse à leur perception, on s'intéresse aux programmes d'aide, donc aux processus auxquels ils sont soumis, puis on va aller voir selon leur profil. Donc, comment est-ce que les garçons et les filles les perçoivent de la même façon ou est-ce qu'il y a une différence qui pourrait nous renseigner finalement? Puis l'intérêt de ça, c'est aussi de se demander, maintenant qu'on fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on va faire différemment à l'avenir pour que les programmes d'aide soient mieux perçus, par exemple, ou comment on va travailler sur la façon de les rendre disponibles selon le profil. Et donc, toutes ces informations-là, donc le modèle de Bernard qu'on a retravaillé, Séverine et moi, il permet d'aller présenter les données qu'on peut récolter de différentes façons. Donc, on en a parlé tantôt, il y a un paquet de données qu'on est capable d'obtenir à l'aide des outils comme Moodle, par exemple, les environnements numériques d'apprentissage. Donc, on peut voir avec les sections auxquelles on accède, aller voir les ressources qui ont été consultées, la durée de visionnement des vidéos, tout en étant très lucide à l'effet que c'est pas parce qu'un étudiant a visionné la vidéo, toute la période de la vidéo, qu'il a été forcément assis en train d'écouter, de comprendre, de faire tout ce que ça prend pour aller plus loin à partir de la vidéo. Donc, si ça se trouve, il est peut-être allé se faire un café au même moment. Puis en même temps, un étudiant qui ne la visionnerait pas au complet, l'arrêterait peut-être parce que c'est quelque chose qu'il connaît déjà ou qu'il maîtrise déjà. Donc, on apporte beaucoup de bémols à ça. C'est pour ça aussi que depuis tantôt, Séverine parle de tenir compte du contexte. C'est tout ce qui va nous permettre de croiser les données puis faire en sorte qu'on ne fera pas un constat à partir de, par exemple, la durée de visionnement de la vidéo, mais aussi en allant croiser avec ses apprentissages, ses perceptions, les processus et son profil. Un des pièges, c'est d'évaluer ce qui est facile à mesurer, de s'intéresser aux données qu'on a, puis de les interpréter, voire avoir envie de les surinterpréter parce qu'on les a, ou encore d'évaluer ce qui est facile, ou encore de mesurer ce qui est... je vais vous le lire. Il importe d'éviter le piège d'évaluer ce qui est facile à mesurer plutôt que d'évaluer ce qui a de la valeur, ce qui va nous mener à faire les meilleures interventions. Puis le modèle est là pour ça, à s'intéresser, dans le fond, aux données qu'on a, ce qu'on en fait, les placer dans le modèle, voir à quelles questions ça répond. Puis aussi, ça permet de voir là, qu'il y a d'autres portions du schéma qui sont moins couvertes. Ça permet de croiser avec les objectifs qu'on a, les visées, les défis qu'on a à relever, plutôt que de partir des données puis de se dire, hey, on a ces données-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire? Donc, l'idée, c'est, parce qu'il y a des pièges, il y en a plusieurs, c'en est un, mais l'idée de s'intéresser, dans le fond, aux défis plutôt qu'aux données. Learning Pulse, c'est un projet d'un professeur de l'Université ouverte aux Pays-Bas. Je vous présente le visuel de ce que ça donne, puis je vous l'explique ensuite. C'est un projet qui visait à documenter avec des biosenseurs portables, oui, des étudiants qui portaient des senseurs pour analyser leur apprentissage sur une période d'environ une journée. Donc, l'idée, c'était de collecter à chaque heure des données. Vous avez là les biosenseurs, c'est la montre multifonction. On avait aussi les activités qui sont faites dans l'environnement numérique d'apprentissage. On a au centre, on a le petit bonhomme, le matelot. On a l'étudiant qui est là avec son profil. On s'intéressait aussi à la météo. Oui, on a noté quel temps il faisait lors de cette période de collecte de données-là. Et et dans le fond, ce que ça a donné, c'est ce que vous voyez dans le téléphone à votre droite. Il y avait, dans le fond, 4 questions posées à chaque heure pour pouvoir
documenter comment les étudiants se sentaient. C'était un projet pilote. Dans le fond, c'est Daniel Dimitri qui voulait tester un modèle. C'était vraiment un projet pilote. C'était des doctorants qui ont participé à la présentation. Mais on voit les possibilités. Dans le fond, c'est pour mettre la table. C'est une étude qui a été présentée en 2017. Donc, l'idée de connecter les étudiants avec des vidéosenseurs, de croiser avec les activités et de leur poser des questions, il y avait quelque chose quand même d'intéressant dans cet exemple-là. On a communiqué avec M. Dimitri, puis il poursuit ses recherches. Je suis persuadée qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines. Puis il y avait quelque chose d'intéressant à cette étude-là, c'est qu'on posait les mêmes questions à chaque heure. Michel parlait tantôt de photographier, dans le fond, avec les données, ou de faire une vidéo avec les données. Dans ce cas-ci, on était plus dans l'ordre de l'itération. Il y a vraiment une vidéo, une stop motion qui peut être produite parce que c'est 4 questions récurrentes qui ont été posées plusieurs heures de suite sur une activité d'apprentissage. Je ne suis pas en train de vous dire de connecter tous vos étudiants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sont des possibilités, puis on va en voir émerger dans les prochaines années. Ah, voilà, donc d'un peu plus près, l'idée de documenter, dans le fond, une question sur la productivité, une question sur le stress, une question sur le niveau de défi de l'activité qu'il est en train de faire et le niveau d'habilité. On n'est pas trop loin des facettes de la motivation ici. Et Learning Pulse, pour revenir au modèle, pourrait permettre de poser des questions qui sont entre l'apprentissage, l'activité qu'on est en train de faire et les perceptions, parce qu'on demandait l'avis par des questions aux étudiants. Donc, si on avait à situer Learning Pulse, on pourrait prétendre que ça se situe au croisement des perceptions, des apprentissages et du profil des étudiants, parce qu'on avait ces informations-là au centre de l'activité. Donc, oui, il y a de la documentation, c'est dans les bibliographies si vous voulez en savoir plus sur Learning Pulse. Et je laisse Michel vous présenter OnTask. C'est une application qui permet de fournir des rétroactions personnalisées. Donc, par exemple, un enseignant pourrait demander aux étudiants de compléter une évaluation sur Moodle et plutôt que faire un retour en grand groupe, il va plutôt envoyer un courriel personnalisé aux étudiants. Et là, j'ai envie de dire, les limites sont très peu nombreuses, dans le sens où on pourrait dire, par exemple, on va aller récolter toutes les réponses, on va les regrouper, donc tout ce qui concernait, par exemple, le chapitre 1, tout ce qui concernait le chapitre 2, le chapitre 3, puis en fonction des réponses qu'il y a eu pour chacun des ensembles de questions, on va être en mesure d'envoyer un courriel à l'étudiant qui dit, par exemple, tu as très bien réussi les chapitres 1 à 3, mais le chapitre 4 semble plus difficile. Retourne voir les pages 102 à 108 pour mieux comprendre cette partie-là. N'hésite pas à venir me voir après si tu as des questions toujours. Donc, dans l'exemple qui est là, c'est qu'on faisait des règles à partir de la note totale. Puis on pouvait dire, par exemple, quelqu'un qui est en échec, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une période d'aide à la réussite. On va pouvoir réviser l'examen. Ceux qui ont eu une note exceptionnelle, on pourrait leur dire, par exemple, on pense que tu pourrais être un tuteur pour les étudiants en difficulté. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, viens me voir. Puis pour les autres, on envoie le reste finalement de l'information. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler? J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un sur la ligne en même temps que moi. Et donc, si on revient au modèle, OnTask pourrait se situer à l'intersection du profil et des apprentissages parce qu'il permet de connecter des informations qui proviennent de ces deux ensembles-là, mais on est capable de les connecter facilement ensemble pour ensuite faire une intervention. Je poursuis en vous présentant le module d'appui à la réussite. C'est un module qui a été développé à l'Université Laval, à Québec. C'est un module qui a été envoyé en pilote en 2014 et qui est utilisé présentement. C'est un module, et là, il y a beaucoup d'informations, mais vous écouterez l'enregistrement, vous pèserez sur pause. Il y a beaucoup d'informations à l'écran. Le module, c'est un module qui est intégré au portail de l'Université Laval. Il faut savoir que l'Université Laval à Québec a son propre portail. C'est pas Moodle, c'est vraiment un portail dédié à l'interne. Et ils ont créé le module d'appui à la réussite qu'ils ont intégré dans leur portail. Ça s'adresse aux étudiants
de premier cycle, donc ici au baccalauréat. Donc, les gens qui entrent, qui font leurs premières années à l'université. On cible surtout la première année. On sait souvent dans les programmes, la première année est une année charnière, entre autres d'adaptation à une nouvelle école, mais aussi souvent une réorientation, une orientation ou une validation de son choix de carrière. Vous avez ici le visuel. Ce que ça fait, le module d'appui à la réussite à l'Université Laval, c'est que ça crée un système de pastilles, vous les voyez à droite, là, à surveiller à risque ou en voie de réussite, à partir des actions ou des clics, disons-le comme ça, dans la plateforme Mon Portail de l'Université Laval et aussi ça croise avec les résultats. Donc, il y a un algorithme quand même assez simple en arrière de tout ça qui fait qu'à partir du moment où l'étudiant a pas beaucoup cliqué ou n'est pas beaucoup intervenu dans la plateforme et il y a dans ses premières évaluations de la session des notes qui pourraient laisser à désirer, la pastille change de couleur. Ça s'adresse autant à l'étudiant qui peut avoir une idée de la couleur de ses pastilles qu'à l'enseignant qui peut avoir un portrait de son groupe. Et ça s'adresse aussi à la direction de programme. On a discuté avec une personne qui est à la direction de programme à l'Université Laval qui nous disait que pour cette personne-là, le module d'appui à la réussite intégré dans le portail était une poignée de plus pour pouvoir discuter avec l'étudiant qui est en problématique, pour pouvoir le faire venir à son bureau puis lui dire, ben écoute, vraisemblablement, tu as 5 pastilles rouges, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça donne de l'information. Ça ne dit pas nécessairement comment il va falloir intervenir, puis ça informe pas beaucoup du contexte, mais à partir du moment où on a cette information-là, on a une poignée de plus pour pouvoir intervenir. Cela dit, comme je vous le disais, c'est un algorithme qui n'est pas très complexe. On a rencontré plusieurs étudiants qui avaient trouvé en quelques minutes comment faire changer une pastille du jaune au vert. Le module d'appui à la réussite s'intéresse au profil de l'étudiant et à son apprentissage. On n'interroge pas beaucoup l'étudiant sur sa perception. On est moins dans les processus. On croise vraiment les résultats d'évaluation avec le profil de l'étudiant dans un système de pastilles qui n'est pas tout à fait nouveau. Hein. C'était il y a plusieurs années à l'Université Purdue. C'est là que ça tire son origine. Ça a été mis en place dans plusieurs collèges au Québec, dans plusieurs universités aussi. C'est vraiment le système, le Early Alert, qui est mis en branle à l'Université Laval. C'est un projet qu'on a mené, Séverine et moi, en réponse à une problématique qui était que, comme prof, on n'a pas toujours toutes les informations, toutes les données que ça nous prend pour faire les meilleures interventions. Donc, on a des données, par exemple, sur les apprentissages, on connaît un peu nos étudiants quand même, mais quand on arrive avec des gros groupes, on n'a pas toujours accès à tout ce à quoi l'étudiant pense, par exemple. Donc, on est vraiment dans les perceptions des étudiants. Le fonctionnement est assez simple. C'est vrai que si tu veux changer la diapositive, s'il te plaît. Donc, une fois que le prof a configuré FOVEA, les étudiants vont recevoir une notification à la fin de chacun de leurs cours. Donc, par exemple, j'avais des étudiants que je voyais tous les mercredis matin, donc à 11h50, quand le cours se finissait, les étudiants recevaient une notification par courriel ou texto et répondaient à 3 questions. Donc, 2 questions qui concernaient leur intérêt envers ce qu'on avait fait durant le cours. C'est pas de l'évaluation de prof, c'est pas de l'évaluation de cours, c'est vraiment leur perception de comment ça s'était passé finalement le cours d'aujourd'hui. Puis il y a toujours une question ouverte à la fin. Et à partir de ces questions-là qui se répondent en 3 secondes et quart, finalement, le temps de lire la question, on a accès ensuite à un tableau de bord. Donc ici, on vous en présente un. Donc ça, c'est ce que le prof voit. Donc, il y a la ligne qui est représentée dans le graphique, là, ce qu'on appelle l'indice FOVEA. C'est la moyenne des résultats entrés par les étudiants. Quand on clique sur un point, on a le détail qui s'affiche un petit peu plus bas. Donc, on peut voir combien d'étudiants ont répondu. Puis là, on a le détail du nombre de réponses à chacune des questions pour ce moment-là, finalement. À droite, on a les commentaires, ils sont masqués en ce moment par souci de confidentialité. Puis on a également des ressources qu'on rend disponibles aux enseignants et aux étudiants. Dans une prochaine version, ce sera des ressources qui vont être personnalisées. Donc, en fonction des réponses de l'étudiant, on va lui fournir des ressources. En fonction
fonction des réponses des étudiants, on va fournir aux profs des ressources. Puis on voit aussi sur le graphique, là, il y a des petits drapeaux en bas, il y a conférence invitée. Donc, l'enseignant peut indiquer des notes, il peut se prendre des notes sur ce qu'il a fait durant ce cours-là. Donc, ça permet parfois d'expliquer une baisse de l'indice FOVEA ou une augmentation au contraire. Donc, ça permet, c'est ça, d'avoir un meilleur portrait de ce qui s'est passé durant la session au fil du temps. Ça s'inscrit plus dans les perceptions. On ajoute peut-être un peu les processus parce qu'on permet aux profs de documenter ce qu'il a fait aussi. Donc, c'est pas nécessairement une action que les profs font de façon très régulière de documenter ce qu'ils ont fait à chacun des cours. Mais évidemment, ils ont leur plan de cours, mais de prendre le temps de l'écrire pour venir expliquer pourquoi on a cette réponse-là. Des fois, ça peut permettre aux enseignants de faire des modifications. Donc, pour la semaine prochaine, si je me rends compte que l'activité qu'on a fait aujourd'hui, les étudiants n'ont pas compris l'utilité de cette activité-là, bien, la semaine prochaine, je peux revenir sur les raisons pour lesquelles on a fait cette activité-là. Donc, pas nécessairement changer l'activité, mais de changer la façon de l'aborder. Puis, on peut aussi le voir d'un point de vue plus à long terme, finalement. La prochaine fois que je vais replanifier ce cours-là, quand je vais redonner le même cours l'année prochaine, je vais pouvoir plus facilement décider de ce que je conserve ou de ce que j'enlève, sans nécessairement changer tout le cours à partir des observations des étudiants, mais de mieux, en fait, d'intervenir avec toutes les données que ça me prenait, finalement, pour faire mes interventions. Connaître pour accompagner, un exemple vraiment local. Moi, j'étais au Cégep Limoilou il y a quelques années. Cégep, c'est niveau collégial, dans le fond, c'est entre le secondaire et l'université. Les jeunes ont entre 17 et 20 ans à peu près. Ils ont mis sur pied un programme qui s'appelle Connaître pour accompagner, CPA. L'idée, c'est de connaître les étudiants pour pouvoir mieux les accompagner. C'était à l'origine un questionnaire que les étudiants remplissaient, puis c'est devenu une formule très, très proactive en matière de persévérance et de réussite au Cégep Limoilou. L'idée, c'est de collecter des informations sur ce qui se passe dans la classe, au niveau micro, pour pouvoir intervenir au niveau du programme. Ça se fait avec des alertes, disons-le comme ça. C'est des alertes, ça a été fait en concertation. C'est un projet qui est soutenu à grands frais par la Fondation du Cégep. Donc, plusieurs intervenants ont été mis à profit. Les intervenants, incluant les enseignants, les professionnels, la direction, ont identifié 10 étiquettes, 10 alertes, disons-le comme ça. Vous les avez à l'écran. 10 alertes qui leur ont semblé, si je viens, super importantes en matière de soutien des étudiants vers leur réussite. C'est les profs qui font les alertes. Et là, je reviens sur ce que Michel de la Pocatière avait mentionné en début de présentation. Ça soulève plein de débats sur, on est en train de promener, de collecter, d'analyser, de se parler de données sur les étudiants. Il faut savoir qu'il y avait ce souci éthique-là à Limoilou. Les étudiants, quand ils entrent dans un programme dans lequel il y a Connaître pour accompagner, je pense que maintenant, c'est tous les programmes là, depuis l'année dernière, ils sont invités à signer une décharge comme quoi ils sont bien conscients qu'ils sont dans un programme qui est associé à Connaître pour accompagner et des professionnels, des conseillers pédagogiques, des aides pédagogiques individuelles, peut-être même des directions adjointes ou des directions aux études, vont collecter, analyser et regarder des données les concernant, tout ça dans un principe de les soutenir dans leur réussite. Donc, c'est fait avec une certaine transparence. La façon dont ça fonctionne, c'est que dans l'outil administratif de l'école, les enseignants sont en mesure de signifier des alertes, par exemple. Ils ont l'impression qu'un étudiant a un problème de santé. Il est un peu pâlo, peut-être on vont s'intéresser vraiment à son profil. Là. Donc, il y a un enseignant qui dit moi, je vais cliquer sur problème de santé pour mon étudiant. Et puis, il y a des professionnels qui sont libérés pour pouvoir jeter un regard global sur ces éléments-là. Donc, s'il y a juste un enseignant qui dit « je pense qu'il y a un problème de santé », c'est pas la même intervention que si, la même semaine, il y a 3 enseignants qui voient le même étudiant qui font la même alerte. Donc, ça interpelle les étudiants, donc les connaître pour les accompagner, les enseignants qui font des alertes, puis qui participent aussi au comité de programme, j'y reviendrai, et les responsables d'accompagnement de programme, une personne qui est dédiée à suivre les intervenants aux 2 semaines, les enseignants, les professionnels,
voir les alertes, les analyser, se demander où est-ce qu'on va intervenir, qui participent à une communauté de pratique et qui participent aux formations sur les besoins émergents. Et là, ça nous permet de revenir à la colonne des enseignants. Ces alertes-là nous permettent d'aider les étudiants, eux, dans leur profil, mais ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des écueils dans la formation. Ça permet à la direction de se dire c'est peut-être ce cours-là, pas parce que le cours est un problème, mais pour la perception des étudiants, ou c'est peut-être ici qu'on devrait intervenir, c'est peut-être cette semaine-là où on devrait faire quelque chose. Donc, le responsable d'accompagnement programme est en mesure de porter un regard global sur toutes les alertes qui sont signifiées, puis de s'intéresser soit au profil des étudiants, peut-être que dans un certain domaine, ils sont plus stressés, ou s'intéresser à la formation, peut-être que c'est ce cours-là qu'on devrait améliorer. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant au niveau de l'approche très, très globale de ce programme-là. On est un peu, si vous l'avez bien saisi, si je l'ai bien expliqué, on est un peu dans une logique différente du module de l'Université Laval qui collectait des données puis qui faisait une intervention à partir d'une pastille rouge. On a là vraiment une appréciation très qualitative du profil de l'étudiant, puis on a une intervention avec un responsable d'accompagnement programme qui est vraiment à échelle humaine. Donc, le connaître pour accompagner pourrait s'intéresser, dans le fond, comme on le disait tantôt, au profil, à l'apprentissage, au processus. Il y a 4 niveaux donc, qui ont été documentés. La première, c'est des analyses descriptives. Donc, on vient documenter ce qui s'est passé à partir des traces disponibles. Ensuite, on peut essayer de documenter pourquoi c'est arrivé. On fait un diagnostic. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé finalement? Au troisième niveau, on est dans l'analyse prédictive. Donc, on essaie de prévoir ce qui va se passer. Donc, on pourrait, par exemple, prédire un échec d'un étudiant, un module qu'il doit suivre en se basant sur ses résultats antérieurs. Puis, dans l'analyse prescriptive, on vient finalement, on vient définir ce qu'il faut faire pour que quelque chose se produise. Donc, pour que l'étudiant réussisse, qu'est-ce qu'on doit faire au-delà de on prévoit qu'il va échouer, on vire ça de bord, puis on dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aider l'étudiant à réussir par la suite. C'est un enjeu qui est actuel et émergent. Donc, ça nous permet de mettre tous les bémols. Les bémols, entre autres, aussi pour la protection des données de la vie privée. On en a parlé un peu au début. Je me permets de terminer sur cet aspect-là qu'on peut pas écarter, qu'on va pas entrer de plein fouet dedans aujourd'hui, mais je me permets quand même de vous le mentionner. On s'intéresse aux données, mais il faut savoir quelles données. On le disait au début, c'est pas parce que la personne a cliqué sur une vidéo qu'elle l'a nécessairement vue. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a cliqué sur la vidéo. On ne sait pas si elle l'a regardée au complet, malgré qu'il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent là, d'arrêter de poser des questions pour voir où est-ce que la personne s'est rendue. Mais, entre autres, dans le module de l'Université Laval, puis dans Moodle, moi, je sais que la personne a cliqué sur le plan de cours. Je ne sais pas si elle l'a téléchargé, je ne sais pas si elle l'a enregistré ailleurs, je ne sais pas si elle l'a lu, je ne sais pas si elle l'a compris. Ce que je sais, c'est que la personne a cliqué. Donc, il va falloir être prudent dans les données qui sont collectées par les environnements numériques qu'on a à l'interne, mais par les applications tiers aussi. Des données qui concernent l'apprentissage, puis des données qui concernent aussi le péri-apprentissage. Entre autres, là, des données que peuvent nous fournir les navigateurs ou les outils qu'on utilise. Cela dit, les recherches présentement sont hyper créatives. C'est ce qui est beau avec les domaines émergents. On a lu il y a quelques années une recherche qui s'intéressait aux livres qui étaient pris à la bibliothèque. En même temps, c'est super drôle si vous voyez le nombre de livres que j'ai de la bibliothèque sur mon bureau et que je n'ai pas nécessairement lu, que j'ai plutôt parcouru. C'est une donnée qui est intéressante, mais à prendre avec parcimonie. On ne peut pas non plus s'intéresser aux données sans penser à l'aspect éthique. Et je vous partage ici à l'écran l'initiative de la Open University en Grande-Bretagne, qui est un exemple qui est cité depuis plusieurs années. C'est fait, la collecte des données et leur analyse est faite avec beaucoup de transparence avec les étudiants. Les étudiants savent quelles données sont collectées à leur sujet, puisque ce qu'on en fait aussi, on est vraiment dans la transparence de l'algorithme ici. Dans le fond, l'idée, et Michel pourrait vous en parler beaucoup plus longtemps que moi, l'idée, c'est de ne pas faire ça dans le dos des apprenants, vraiment d'y aller avec transparence. Puis les 4 politiques qui sont là sont disponibles sur le web, sont dans la bibliographie. Vous pourrez les mentionner. Ça permet
Ça permet d'élaborer une approche qui est centrée sur les étudiants parce qu'après tout, ben, c'est eux les principaux intéressés par leur réussite.